Si tu as envie de monter le Kilimandjaro, peut-être que comme moi, tu as lu plein de choses contradictoires. Certains disent que c'est extrêmement difficile et d'autres que c'est accessible à tous. Dans cette vidéo, je veux te raconter comment ça s'est passé pour moi. Marcie Alves, la trentaine, pas particulièrement sportive et qui n'a pas pris le temps de se préparer physiquement pour l'ascension, mais qui avait une folle envie de la faire. La vérité, c'est que ça a été l'une des expériences les plus intenses pour mon corps et mon mental. Mais même si j'étais épuisée, même si j'avais mal partout, même si j'avais le souffle court, même si des fois j'étais à bout, j'ai jamais pensé à abandonner parce que je m'étais préparée mentalement. Et c'est pour ça que je veux tout te raconter pour que tu puisses toi aussi te préparer mentalement et maximiser tes chances d'arriver au sommet, même si tu pars sans expérience, sans préparation physique. Alors, prends une grande respiration, installe-toi, on part ensemble sur le toit de l'Afrique. Avant de tout te raconter, jour après jour, j'ai envie de te dire un truc essentiel. Parce que mon ascension, elle a commencé bien avant le jour 1. Elle a commencé le jour où j'ai décidé d'y aller. Le Kilimandjaro, à mon sens, c'est pas tant un défi sportif, c'est vraiment un engagement intérieur. Et moi, je voulais le faire parce que je voulais me prouver certaines choses. Je venais de passer quelques années en mode scrogneux, en inertie, à souffrir d'une mésestime de moi-même. Et là, je voulais sortir de ma zone de confort. Je voulais créer un déclic. Je voulais me prouver que j'étais plus forte et plus courageuse que ce que je voulais bien m'accorder. Spoiler alerte, c'est mission accomplie. Mais toi, pourquoi est-ce que tu as envie de monter le Kilimandjaro? C'est la question. Parce que ton pourquoi, c'est ça qui va te porter jusqu'aux 5895 mètres d'altitude. C'est ça qui va garder ton mental au clair. C'est ça qui fait la différence entre des personnes qui continuent ou des personnes qui renoncent au milieu du chemin. Il y a aussi le mal des montagnes, bien évidemment, mais ça, c'est la loterie. On ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, le mental, ça se prépare. Donc, mets la vidéo sur pause et écris-moi en commentaire ton pourquoi. Pourquoi tu veux monter le Kilimandjaro? Je serai là pour te lire et t'encourager. Ok, c'est parti, on commence l'ascension. Dès le jour 1, ça commence fort, les gars. Nous, on a choisi la Matchamé Road. J'ai appris plus tard que c'était l'une des plus difficiles et qu'elle était surnommée la Whiskey Route. Bref, quand je dis nous, c'est Achille, Noé et moi. Donc Achille et Noé, ce sont des Français que j'ai rencontrés quelques jours avant en Tanzanie. Donc je suis vraiment partie seule. Et 14 locaux. 2 guides, un chef cuistot, un serveur, un toilette man. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et des porteurs. Que des hommes, j'étais la seule femme dans le groupe. On a commencé l'ascension vers 14h et on est juste parti à 4. Les porteurs, faut savoir qu'ils font jamais la route avec nous en fait. Eux, ils ont une quantité énorme de choses à porter sur le dos, les épaules, la tête. Donc eux, ils font l'ascension dans leur coin, à leur rythme et c'est bien normal. Et en fait, les guides, ils avaient l'habitude d'en mettre un devant et un derrière. Donc souvent, un partait avec nous et l'autre nous rattrapait plus tard. Donc là, on part à 4, Achille, Noé, le guide et moi. Et dès les premières minutes, j'ai compris que j'avais sous-estimé le truc en fait. J'ai compris que ça allait pas être une randonnée classique, que ça allait être un sport. Et un sport d'altitude. Non seulement en fait la pente elle est déjà raide dès le début, mais en plus ton souffle il a déjà besoin de s'adapter. Il comprend pas trop ce qui se passe en fait. Donc déjà ta respiration est différente et surtout, moi, ça a été mon mental. Mon mental a commencé à s'activer dès les premières minutes. Non mais ça va être beaucoup trop dur, j'ai mal au dos, j'y arriverai jamais, blablabla. Mais bon, après une bonne heure,
mon corps s'est mis en route. Et ça allait mieux. Et là, j'ai commencé à admirer la Rainforest. On est arrivé au camp vers 20h, donc il faisait déjà nuit, j'étais super contente d'arriver et en même temps, je me sentais ridicule, minuscule face à la montagne parce que je sentais en plus que j'avais déjà des signes de l'altitude. J'avais du mal à respirer, j'avais mal au ventre et pourtant on était hyper bien installés. Donc je vous fais un petit topo de comment ça se passe au camp, bien évidemment que ça dépend aussi des agences. Là je parle de comment ça s'est passé pour moi. Donc nous, on avait une tente, franchement ni énorme ni petite, parce que franchement on avait une tente où dans la tente on avait chacun sa chambre, avec un matelas, un duvet, et puis voilà, c'était clôturé en fait, donc c'est chouette, j'avais mon intimité. Et puis dans l'entrée, on avait en fait la salle à manger, une table avec des chaises pour pouvoir manger. À côté de nous, il y avait la tente, une énorme tente qui en fait servait de cuisine pour notre chef cuistot, mais aussi de dodo à toute l'équipe pour la nuit. Et on avait une mini-tente pour nos toilettes privées. Et ça, croyez-moi, c'était génial. Moi, c'était la première fois que je faisais un trek comme ça, donc forcément ça a été challengeant. Mais Noé et Achille, qui ont l'habitude de faire des randos de plusieurs jours, eux, ils rigolaient, ils disaient mais là on est sur du 5 étoiles en fait. Jour 2, je me réveille à 6h06 du matin. Et là, j'ai commencé à sentir que mon corps, il n'était pas très content. J'ai dormi 3 heures, j'ai super mal dormi, j'ai mal au ventre, et je sais qu'on n'en parle pas beaucoup dans les vidéos YouTube, mais je suis désolée, mon ventre m'a fait vivre un enfer. J'en reparlerai. Bref, on prend notre petit déjeuner, le guide vient de prendre notre taux d'oxygène et on y va. Ce jour-là, on a monté presque 1000 mètres de dénivelé positif en seulement 5 km. Donc forcément, ça pique. Ça pique dans les jambes, mais pas que. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était surtout le souffle, en fait. Le souffle qui trinquait et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour faire des pauses. Et ce jour-là, j'ai compris le fameux polé polé. Ça, vous allez l'entendre et le réentendre et le réentendre. Polé polé. Ça veut dire doucement, doucement. Ça sert à rien en fait d'aller vite sur le Kilimandjaro si ce n'est à t'épuiser et prendre le risque de ne pas atteindre le sommet. Plus tu vas à ton rythme, plus tu vas doucement, plus tu vas tranquille en fait, plus tu as de chances d'atteindre le sommet parce que tu minimises tes ressources. Donc ralentir égale réussir et non pas faiblir. Donc ce jour-là, j'ai compris ça, j'ai compris pourquoi il me disait polé polé. Et surtout, j'ai compris l'importance de ne pas me comparer aux autres. Et notamment à Noé et Achille qui, eux, sont des sportifs, ont l'habitude de faire des treks, des randonnées, etc. Donc ils allaient beaucoup plus vite que moi. Et donc mon challenge à moi, c'était de respecter mon rythme. Polé polé, doucement, doucement. Je suis arrivée au second camp à 12h40. Là, on est dans le Moorland, à 3750 mètres d'altitude. Quand on est au camp, on mange, on se détend, on fait dodo, on joue aux cartes, on regarde le coucher du soleil, on se ressource pour partir de plus belle le lendemain matin. Vous remarquerez que finalement, on ne marche pas beaucoup par jour en fait. On marche 5 heures par jour maximum, sauf le jour 6, on y reviendra, où là c'est beaucoup plus. Mais sinon voilà, on ne marche pas tant que ça par jour et c'est normal. C'est pour s'acclimater à l'altitude et 2, pour minimiser nos ressources, garder un maximum de force pour le dernier jour. Jour 3. Le jour 3, il est assez particulier. Je parle bien évidemment de la Machame Road. Les autres, je n'en ai aucune idée, mais sur la Machame Road, le jour 3, on fait quelque chose d'assez particulier parce qu'on monte à 4600 mètres d'altitude pour
redescendre à 3750 mètres d'altitude. Pourquoi on fait ça? Pour s'acclimater. On remarque que le taux de réussite de l'ascension est largement plus élevé chez les personnes qui montent le Kilimandjaro en plus de jours. Parce que nos cellules ont le temps de s'acclimater, de s'adapter à l'altitude, au manque d'oxygène, etc. Donc bref, on monte déjeuner à 4600 mètres d'altitude. Et vous vous doutez bien que cette journée m'a fait mal. Déjeuner à 4600 mètres d'altitude, c'est très bizarre pour le corps. Ça m'a pas fait mal forcément à l'instant T, ni pour Achille qui a été malade aussi, mais c'est après en fait que les symptômes sont arrivés, dans l'après-midi. Donc dans l'après-midi, quand je suis arrivée au camp, j'ai commencé à avoir très mal au ventre, un mal de crâne énorme, vraiment c'était voilà, j'étais épuisée et je commençais à écrire dans mon petit journal de bord, je veux rentrer. J'ai fait une sieste et ça allait mieux après et j'ai pu aller rejoindre les guides et les porteurs pour faire une partie de cartes et un peu, voilà, me changer les idées. Mais bien évidemment que des moments durs arrivent pendant l'ascension du Kilimandjaro. Ce soir-là, on s'est couché vers 20h30 et j'ai pris le temps de regarder quelques photos que j'avais prises sur mon téléphone et j'ai réalisé la chance que j'avais d'être ici. Le Kilimandjaro, selon moi, c'est avant tout une expérience intérieure, une aventure intérieure, mais c'est aussi des paysages qu'on voit nulle part ailleurs en fait. On voit des plantes qui n'existent que là-bas, on voit des animaux qui se baladent d'arbre en arbre, c'est irréel en fait, c'est irréel tellement c'est beau, ça nous fait oublier la fatigue parfois. Donc en fait, l'ascension c'est quoi? C'est marcher, beaucoup marcher, et puis des fois s'arrêter, boire un peu, manger un peu, reprendre son souffle et regarder autour de soi. Et regarder autour de soi et se dire waouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Jour 4. Ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Je suis passée par toutes les émotions possibles ce jour-là. Bref, la fierté. La fierté de réaliser que je suis au jour 4. J'ai réussi jusqu'ici, je suis au jour 4. Waouh! Fierté au maximum. Émerveillement. Je m'émerveillais devant les paysages, à couper le souffle, parce que vous vous doutez bien que plus vous montez, plus les paysages sont extraordinaires. L'amour, l'amitié, les fous rires, parce que forcément, on crée de plus en plus de liens en fait avec les guides, les porteurs, avec tout le monde en fait, on crée du lien, on devient comme une famille du Kilimandjaro. Mais aussi la fatigue. Et le plus drôle, c'est la colère. Ce jour-là, je me suis réveillée après ma sieste avec une boule de colère à l'intérieur de moi, mais vraiment, je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis réveillée, j'ai ouvert ma chambre, je me suis habillée vite là pour sortir, j'ai rien dit à personne, je parlais à personne, je me suis habillée et en fait j'étais en colère en fait, je savais pas trop pourquoi, mais et je suis sortie, j'ai rien parlé à personne. Et je vous lis ce que j'ai écrit sur mon petit journal de bord parce que c'est très drôle. Mais qu'est-ce que je fous ici? Je suis même pas une trekkeuse. J'en ai rien à foutre d'être sur le plus haut sommet d'Afrique. J'en ai rien à faire des paysages. J'en ai rien à faire des gens. Je veux être confortable dans un lit douillet devant un bon film. Quand je lis ça a posteriori, ça me fait mourir de rire, quoi. J'ai été traversée par une grosse boule de colère à ce moment-là. Et c'est hyper important, je crois, d'apprendre à voir ça, à voir qu'on va être traversée par nos émotions parce que... Bon, je continue mon histoire. J'ai été traversée par la colère, mais aussi la tristesse. Je continue parce que vous allez comprendre, hein, c'est dans le fil. La tristesse. La tristesse aussi, j'ai même pleuré devant un coucher de soleil et j'ai pas pleuré d'émerveillement, hein, j'ai pleuré parce que j'étais triste. Là, j'avais terriblement envie et besoin de parler à des proches.
je me sentais seule. Et en fait, je pouvais pas parce qu'il n'y a pas de réseau. Et ouais, colère et tristesse, là, le jour 4, c'était assez dur. Mais du coup, et c'est là où je veux en venir justement, il s'est passé un truc de dingue ce jour-là parce que j'ai capté à quel point je pouvais me laisser traverser par mes émotions, la colère, la tristesse, etc. À quel point je devais, même pas je pouvais, c'est que je crois que je devais accepter d'être en colère, accepter d'être triste à ce moment-là, pleurer devant un coucher de soleil si j'avais envie, mais décider quand même de continuer. Décider quand même que j'étais putain de badass. Oui, je suis triste, oui, je suis en colère, mais je suis hyper badass en fait. Et donc j'ai capté ce mindset en fait. J'ai capté que, ouais, j'ai des émotions parce que je suis humaine. Mais en fait, c'est moi qui décide. Donc oui, tu vas être traversé par des émotions pendant ton ascension et tu risques d'avoir envie de rentrer de temps en temps. Mais souviens-toi de ça. Souviens-toi que si tu prends de la hauteur par rapport à tout ça, bah t'es putain de badass en fait. Et c'est ok d'avoir des émotions, c'est normal. Et ce soir-là, plus que tous les autres, je savais que j'allais atteindre le sommet. Je le savais dans mon cœur. Ma tête, parfois, elle doutait, mais dans mon cœur, je savais que j'allais atteindre le sommet, même si d'autres personnes me racontaient qu'elles avaient abandonné il y a quelques semaines de ça. Moi, je savais que j'allais réussir. Et vous savez, entendre parler des échecs des uns et des autres, moi, je pense que ça contribue à notre préparation mentale pour réussir. Donc, je vous le dis, oui, il y a des porteurs qui s'arrêtent au dernier camp. Il y a même des porteurs qui abandonnent. Oui, j'ai croisé une femme qui est redescendue et qui faisait peine à voir, tellement elle était fatiguée. Vraiment, elle faisait peine à voir, les porteurs devaient la tenir, tellement elle était épuisée. Et elle nous a annoncé qu'elle avait arrêté 50 mètres avant l'avant-dernier point, avant Stella Point. 50 mètres avant Stella Point. Oui, j'ai vu des gens assis sur le bas-côté, pas bien, avec une équipe pour les soutenir, pour les réconforter. Donc oui, il y a des gens qui ne vont pas au sommet, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est justement parce que vous savez ça, c'est justement parce que vous prenez conscience de ça, que vous pouvez vous préparer à atteindre le sommet. Et je vais vous aider pour ça. Je vais vous aider à vous préparer mentalement. Parce que pour moi, c'est plus une histoire de mental que de physique. Et vous avez le droit d'être inquiet, vous avez le droit d'être anxieux. Moi, j'étais anxieuse. Et je me souviens que mes guides me disaient « Mais non, pense pas à ça, pense pas que tu vas pas y arriver. » Mais en fait, je suis une personne anxieuse, donc là, c'est comme me demander de ne pas exister. L'anxiété me fait imaginer le pire des choses. Donc moi, je te le dis, tu as le droit d'être anxieux, tu as le droit d'être inquiet, tu as le droit de t'imaginer des scénarios où tu ne vas pas y arriver, tu as le droit d'avoir peur de ne pas y arriver, mais en même temps, et cette partie-là de toi qui sait qu'elle va y arriver. Les deux peuvent coexister. Tu peux avoir peur de ne pas y arriver et tu peux te sentir hyper confiant de je vais y arriver. Et attendez-moi. Oui, mais je vais parler. Jour 5. Le jour 5, il est assez particulier puisque c'est ce soir-là qu'on va faire la fameuse ascension jusqu'au sommet. Donc là, c'est vraiment polé, doucement, doucement. On minimise nos efforts, en fait. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre les deux camps qu'on a à faire ce jour-là. Le dernier camp avant le sommet, il est à 4673 mètres d'altitude, ce qui est déjà énorme. Donc on a déjà
encore plus d'effets d'altitude. Perso, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas perdu l'appétit. Donc j'ai pu manger, me régaler parce que c'était super long. Certaines personnes perdent l'appétit quand elles montent en altitude et là, ça craint un peu. Les guides leur conseillent vraiment de manger quand même, de manger tout ce qu'elles peuvent parce que notre corps a besoin d'énergie pour monter en fait. Nous, on n'a pas faim, mais notre corps, il a besoin d'énergie. Bref, moi, j'ai pas eu ces symptômes-là. Mes symptômes, c'était la diarrhée. Je vous en ai parlé. Mais honnêtement, et donc voilà, conseil. Parce que finalement, ça s'est hyper bien passé pour moi, même si j'avais la diarrhée, grâce aux médicaments. J'ai pris des médicaments. Donc, je vous conseille d'avoir des médicaments contre la diarrhée avec vous, parce que j'ai l'impression qu'on est tous un peu passés par là. Et finalement, moi, ça s'est super bien passé parce que je l'avais surtout le matin, en fait. Donc, c'est cool, parce que le matin, j'avais mes toilettes privées. Donc, en fait, j'arrivais à gérer. J'ai pas eu besoin de faire ça dans la nature. Mais bon, j'ai quand même envie de faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que, bien évidemment, moi, ça faisait partie des questions que je me posais. Comment ça se passe pour faire nos besoins dans la nature. Et vous savez, moi, faire cette ascension m'a vraiment appris quelque chose, m'a un peu aidé à sortir de l'ego, en fait. Sortir de l'ego, de la honte. Parce que finalement, en fait, on est tous humains, en fait. On est tous des animaux. J'ai envie de pisser, je vais pisser. J'ai envie de faire autre chose, je vais faire autre chose. Enfin, donc oui, j'ai dû pisser dans la nature devant tout le monde. Ça m'est arrivé. Et en fait, j'étais hyper gênée, mais c'est la vie. Donc voilà, bon. L'autre, le numéro 2, je n'ai pas eu besoin de le faire dans la nature grâce à mes médicaments, mais voilà, je sais que Achille a eu besoin de le faire plusieurs fois, mais en fait, j'ai trouvé ça hyper cool de voir à quel point c'était normal de le faire. Donc oui, je vous conseille d'avoir des médicaments anti-diarrhée, d'avoir Doliprane, anti-inflammatoire, Spasfon pour vous aider. Moi, à la base, je suis pas médicament. Mes meilleurs amis sont naturopathes, donc je suis plutôt en mode naturopathie, mais là pour le coup j'avais un objectif, c'était atteindre le sommet et j'allais pas laisser mes douleurs ou quoi que ce soit d'autre m'en empêcher. Donc c'est un conseil. Mes autres symptômes, donc diarrhée je l'ai dit, mal à la tête, souffle court bien évidemment, ça je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et moi j'avais aussi des étourdissements parfois, surtout pendant les descentes. Pendant les descentes je pouvais avoir des étourdissements de ouf. Et là, encore plus, polé. Doucement. C'est pas la course. On veut rester en vie. Hein. Donc voilà. Noé, c'était surtout la tête, un peu le ventre, mais surtout lui la tête. Achille, il a eu la tête, on a tous eu la tête, je crois. La diarrhée aussi et les nausées. On est arrivé au camp vers midi à peu près et on a eu beaucoup de chance parce que le ciel était dégagé en fait et donc je vous laisse imaginer, on avait une vue irréelle sur l'Afrique quoi. Rien que d'en parler ça me donne des étoiles dans les yeux parce qu'on était sur le toit du monde en fait. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé Hercule. En fait ça me donnait un peu cette impression là quoi. On était sur le nuage et on voyait le monde d'en haut. C'était incroyable, c'était magnifique, et on a eu beaucoup de chance parce que le ciel était dégagé le jour et la nuit, donc en fait, je me sens bénie. Je me sens bénie d'avoir eu la chance de voir tout ça en fait, de vivre tout ça, c'est incroyable. Donc le temps passe, la pression monte, parce qu'on sait que ce soir à minuit, on va commencer l'ascension vers le sommet. On se couche tôt, on se couche vers 19h avec nos premières couches thermiques. C'est les guides qui nous conseillent ça, de mettre nos premières couches pour que ce soit bien chaud et que bah, voilà, quand on se réveille, hop, on met les autres couches et c'est parti quoi. Et on se réveille à 23h. Et là, c'est un autre monde. J'ai jamais vécu une chose pareille. Les gars, j'ai l'impression d'être dans
l'espace, clairement. Il fait noir, il fait froid, tu vois juste des lumières en haut, des lumières en bas, quand tu montes, et en fait c'est des lampes frontales, c'est tout. C'est tout ce que tu vois. Et tu montes, et tu montes, et tu montes. Polé, parce que la côte, elle est comme ça. Donc tu montes vraiment tout doucement. Heureusement, on m'avait prévenu, donc j'étais prête mentalement. On m'avait dit, Marcy, ce jour-là, ne regarde que tes pieds et avance un pas après l'autre. Ne te demande pas où tu es, ni quand est-ce que tu vas arriver. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai marché en regardant mes pieds, un pas après l'autre, sans jamais rien demander à personne. Et je me rappelle que je me chantais dans ma tête. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi. Ne me demandez pas pourquoi c'est ça qui est venu dans ma tête à ce moment-là. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est ce qui m'a aidé à tenir en fait. Ça, plus une phrase que mon père m'a dit quand j'ai enfin réussi à échanger quelques messages avec ma famille. Mon père et mon frère sont fans de Dragon Ball. Et du coup, mon père m'a dit, Marcy, souviens-toi, dans Dragon Ball, plus ils sont fatigués, plus ils sont fatigués, plus ils sont mal, plus ils sont braves. Et donc ça aussi, ça m'a soutenue, ça m'a portée. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un mantra avec vous, d'avoir une phrase toute simple que vous allez pouvoir vous répéter. Ça va vous permettre de faire shifter votre mental quand vous êtes dans le mal, mais aussi, moi, quand je chantais « Nage droit devant toi, nage droit devant toi », en fait, le fait de me répéter ça laisse pas d'espace à votre mental pour partir je ne sais où. Puisque votre mental, il est déjà occupé à chanter ou à répéter votre mantra. Donc, il n'a pas le temps de dire « Mais attends, on en est où? Quand est-ce qu'on arrive? Ça fait combien de temps là? Quelle heure il est? J'ai mal aux jambes, non. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. » Il n'a pas le temps, il n'a pas de place. Donc, copiez mon mantra si vous avez envie, ou partagez-nous en commentaire le vôtre, essayez d'en avoir. Bref, 5 heures plus tard, mon guide m'appelle comme ça et pointe du doigt une lumière là-haut. Et c'est Stella Point. C'est l'avant-dernier point. Et quand je suis arrivée à Stella Point, j'ai pleuré. J'ai littéralement versé... oui, rien que de reparler. J'ai littéralement versé des larmes. Des larmes coulaient sur ma joue. D'épuisement, clairement, j'avoue. Parce que les derniers mètres vers Stella Point, je vous préviens, les derniers mètres, c'est comme ça. Je comprends pourquoi la nana dont je vous ai parlé, elle a abandonné 50 mètres avant Stella Point. C'est comme ça. Donc je pense que j'ai pleuré d'épuisement. Mais aussi, et surtout de fierté. Parce que malgré cette côte, j'ai pas abandonné. Et je suis à Stella Point. On reste 10-15 minutes là, et puis après, on repart pour le sommet. Entre Stella Point et Uhuru Peak, il reste à peu près 1 heure et la pente est assez douce. Donc, bien souvent, quand tu as atteint Stella Point, tu t'atteins aussi Uhuru, quoi. Donc, je me détends un peu. J'avoue, je détends un peu mon corps. Par contre, ma tête, elle est de plus en plus lourde. C'est de plus en plus dur pour ma tête. J'ai l'impression que, je sais pas, il y a un gouffre dans ma tête. C'est très très bizarre comme sensation. Et ça devient difficile à gérer. Ça devient difficile à gérer, ouais. Mais le soleil commence à se lever et là j'oublie que j'ai mal à la tête. On s'arrête en fait, on s'arrête quelques instants pour admirer le lever du soleil. Et c'est un lever du soleil extraordinaire en fait. On est au-dessus du soleil. J'ai jamais vu un lever du soleil comme ça.
On est au-dessus du soleil quand le soleil se lève. C'est magnifique. On arrive à Uhuru Peak, donc qui veut dire liberté en Swahili, à 6h30 du matin. J'ai oublié de vous dire, c'est juste un guide, 2 porteurs et moi, parce que Achille et Noé sont allés hyper vite, comme d'habitude, et ils sont arrivés 1 heure avant moi avec l'autre guide. Et vous savez quoi? Ce jour-là, j'en avais strictement rien à péter. Ce jour-là, le podium des arrivées, j'y pensais même pas, je m'en foutais. Tout ce qui comptait, c'était moi, en fait. C'était moi, mon ascension à moi. Je me suis comparée à personne ce jour-là. Qu'est-ce que c'est bon de ne pas se comparer. Et là, j'arrive à Uhuru et je repleure. Bien évidemment que je repleure. Et cette fois, pas d'épuisement. Cette fois, je pleure parce que... Mais j'ai réussi, quoi. J'ai réussi et je me souviens avoir eu ces pensées dans ma tête. Je suis putain de badass. Je suis méga puissante comme meuf. Je suis encore plus forte que ce que je pensais. Je suis plus courageuse que ce que je pensais. Je suis plus résiliente que tout ce que j'avais imaginé, en fait. Je suis, mais... tellement badass. Il y a des émotions de fierté à ce moment-là, c'est inexplicable. Et en même temps, parce que je ne vends pas que du rêve dans cette vidéo, n'est-ce pas? En même temps, je me sens pas bien du tout. En même temps, je suis là, sur le sommet du toit de l'Afrique, c'est magnifique. Je vois que c'est magnifique. Je suis fière parce que j'ai réussi et tout. On prend des photos devant le panneau, mais je me sens pas bien. Je sais même pas comment l'expliquer, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, c'est une sensation très particulière. C'est sûrement l'altitude, hein. Je sais pas si c'est l'altitude ou si c'est je réalise pas trop ce qui est en train de se passer, ou peut-être un mix des deux. Mais j'ai ma tête qui est comme ça. En fait, et en plus je me sens un peu paumée. J'ai l'impression de pas trop savoir où je suis. Je me sens, je sais pas, comme hypnotisée. Euh, Donc bref, je suis là et en même temps je suis pas là. Je suis contente et en même temps j'arrive pas à l'exprimer. D'ailleurs, je me souviens qu'un porteur me dit mais are you happy? Genre, t'es contente? Oui, mais très bizarre. Donc voilà, c'est une sensation bizarre. D'un côté, j'ai envie de rester parce que je suis sur le toit de l'Afrique et c'est incroyable. Et d'un côté, j'ai envie de partir d'ici parce que je me sens pas bien, en fait. Je me sens pas bien. Donc au bout de 30-40 minutes, on décide de quitter le sommet et de commencer notre descente pour retourner au camp. Et là, c'est pire que tout. Et là, c'est pire que tout. Rien que de penser à ça, ça me fait trembler, clairement. Ouais, enfin, vraiment, moi, je vous le dis, hein, je refais le sommet quand vous voulez. Je refais l'ascension quand vous voulez. J'ai adoré. C'était une expérience incroyable. Je refais, mais par contre, vous venez me chercher en hélico en haut, hein, parce que je redescends pas, en fait. La descente m'a terrifiée. La descente, pour moi, ça a été un enfer. J'étais terrorisée. Je tremblais. Donc, j'ai réussi, hein, je suis là, en bonne santé, je me suis pas blessée. Mais c'était très dur pour moi. Alors, apparemment, c'est très personnel. Parce que voilà, dans le groupe, je suis la seule à avoir vécu ça. Je pense pas être la seule dans le monde, mais dans le groupe, je suis la seule à avoir eu peur de ça. Donc, c'est peut-être personnel. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait très peur, la descente. Donc, polé, doucement, on prend notre temps, tout va bien. Faut savoir que ce jour-là, le jour 6, tu marches pendant presque 15 heures. Donc, tu montes toute la nuit jusqu'au sommet. Et ensuite, tu descends jusqu'au camp, tu déjeunes et tu redescends jusqu'à un autre camp. Donc, tu marches à peu près pendant 15 heures. Moi, je me souviens que ça me stressait un peu. J'avais peur que physiquement ce soit difficile. Et en fait, franchement, ça se fait.
Ça se fait, je pense que ça se fait parce que tu le sais mentalement, donc en fait tu es prêt mentalement à ne pas dormir beaucoup et à faire peu. Et en plus tu tiens avec l'adrénaline en fait. Donc voilà, si comme moi vous vous inquiétez pour ça, en vrai ça passe. On est juste un peu fatigué donc on va doucement, même les guides sont plus lents. En fait c'est vraiment ok. Donc on fait une pause nuit dans un autre camp, dans la Rainforest, un camp qui est très beau, je crois que c'était un de mes préférés. Bon, il a plu, donc j'ai pas pu vraiment en profiter, mais c'était cool de faire une pause dans la descente, surtout pour moi, parce que vraiment la descente me terrorisait, comme je vous le disais. Donc en fait, on a fait une pause, on a dormi et on est reparti le lendemain pour rentrer à la maison. Pour info, si vous vous le demandez, c'est pas le même chemin que pour monter, hein. Il y a un chemin spécifique pour descendre, donc on n'arrive pas au même gate, on arrive au gate des arrivées. Donc on arrive au gate vers 11 heures à peu près, on va récupérer nos certificats. Ta-da-da-da-da. On boit une bière, on célèbre et ensuite on rentre à la maison. Honnêtement, l'ascension du Kilimandjaro, c'est l'aventure d'une vie. Moi, clairement, j'ai envie de conseiller à tout le monde de le faire au moins une fois dans sa vie. Mais bon, voilà, je sais que tout le monde ne le fera pas, tout le monde n'a pas envie de le faire et c'est complètement ok. Il y a plein d'autres grands défis à vivre dans sa vie et puis on n'a pas besoin même de monter une montagne ou d'un grand défi pour se prouver qu'on est putain de badass, putain de puissant, putain confiant, bien évidemment que non. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous proposer par rapport à ça à la fin. Mais d'abord, je voulais quand même vous partager trois grandes prises de conscience que j'ai eues grâce à cette ascension et qui vont me servir dans ma vie quotidienne en fait. La première, c'est que d'avoir un pourquoi fort, c'est... en fait, tu deviens inarrêtable quand tu as un pourquoi fort, un pourquoi qui te porte vraiment, un pourquoi qui te fait vibrer, tu es inarrêtable. Moi, j'étais inarrêtable sur cette montagne. Malgré que j'étais pas très sportive, malgré que je m'étais pas préparée physiquement, j'étais inarrêtable parce que mon pourquoi, il était beaucoup plus fort que tout le reste. Que mon mal de dos, que mes pensées de merde, que tout. Ton pourquoi te porte quand t'as l'impression que c'est le chaos dans ta vie, en fait. Et donc, ouais, l'ascension, ça m'a vraiment montré que d'avoir un pourquoi, un objectif, ça te donnait le moteur, mais que c'était hyper important de revenir à ce que tu pouvais faire ici et maintenant, en fait. Ça m'a appris à avoir une vision, mais à revenir à ici et maintenant. Et donc, la deuxième prise de conscience, c'est polé. Doucement, doucement. Accepte ton rythme. Accepte ton rythme. Il n'y a pas besoin d'aller vite, il n'y a pas besoin de s'épuiser dans la vie. Tranquille. Polé. Je peux vous dire que ces mots, je vais me les dire dans la tête très souvent maintenant. Et la troisième prise de conscience, c'est bien évidemment que le mental est plus puissant que le corps. Le mental, il a une force incroyable. Et surtout, j'ai compris que la vraie ascension, c'est celle que tu fais à l'intérieur, en fait. Ça fait un peu cucul la praline, hein, je sais bien, mais je le pense, en fait. Je le pense. Bien évidemment que je me rappellerai des paysages, que je me rappellerai de tout ça, mais ce dont je vais me rappeler le plus, c'est la rencontre que j'ai faite avec moi-même, en fait. Ce dont je vais me rappeler le plus, c'est à quel point je me suis vue, à quel point je me suis entendue, la rencontre que j'ai faite avec mes faiblesses, avec mes peurs, mais aussi avec mes forces, avec ma résilience, avec mon audace, avec ma puissance. Donc ouais, l'une de mes plus grandes prises de conscience, c'est moi. C'est d'être là avec moi, en fait. Ça, on me l'enlèvera plus jamais.
Dis-moi en commentaire quand est-ce que toi tu pars pour le Kilimandjaro ou si tu as regardé cette vidéo simplement par curiosité, dis-moi, ça m'intéresse. Si tu as des questions concrètes, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te réponds. Ou même si tu as envie d'autres vidéos, si tu as envie que je fasse des vidéos sur tel sujet du Kilimandjaro ou autre sujet, mets-moi tes idées. Moi, ça m'inspire. Je suis preneuse d'idées. Merci beaucoup pour ça. Et si tu prépares le Kilimandjaro ou un autre grand défi, j'ai quelque chose pour toi. Parce que pendant mon ascension, j'ai réalisé à quel point j'étais chanceuse d'avoir mon petit Jiminy Cricket avec moi. Et en fait, ce Jiminy Cricket, c'est des années de psychologie, de formation en développement personnel, de FT, d'outils en fait que j'ai acquis ces dernières années et que j'ai envie de te faire profiter à toi aussi et d'être ton Jiminy Cricket à toi. Donc en fait, j'ai pensé à un accompagnement tout simple, intime, sur WhatsApp, où en fait tu peux venir te déposer par écrit, en vocal, en illimité, et moi je suis là pour te soutenir, t'aider à vivre tes émotions, t'aider à comprendre ton mindset et à le faire shifter, et en fait t'aider à réaliser ton objectif, en fait, ton grand défi, quel qu'il soit. Il n'y a pas de petit ou grand sommet. Et si c'est monter le Kilimandjaro, alors là, je t'accompagne, je suis à fond avec toi. Ça peut être complètement autre chose. Oser monter sur scène, rompre avec quelqu'un qui ne nous correspond pas. Bref, cet accompagnement, je l'ai appelé l'ascension. Pour toutes les ascensions qu'on a à monter dans nos vies. Je te mets je te mets le lien dans la description. En attendant, je te rappelle à toi que tu es plus fort et plus courageux que tu ne le crois. Et je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.